macroéconomie à présent, avec un focus particulier sur la zone euro et les dernières données qui ont été publiées pour la zone euro. François Cabot est avec nous, économiste senior zone euro chez AXA IM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour. Merci d'être là. Résilience, je crois que ça a été, alors c'est un concept qu'on connaît et qui s'applique également à l'économie. Ça a été vraiment le concept clé de ce premier semestre. Résilience en termes d'activité, résilience en termes d'emploi également, et donc résilience en termes d'inflation, si je puis dire, avec la dernière marque d'inflation en zone euro qu'on a eu vendredi dernier, qui montre alors ce que les économistes appellent cette viscosité de l'inflation, et notamment de l'inflation cœur. C'est ça aujourd'hui en zone euro qui est le sujet central, François. Oui, absolument. On a sur l'inflation sous-jacente qui est vraiment le cœur du sujet. Autant l'inflation totale, headline, diminue et en totale... Détente. Détente, voilà, vis-à-vis des prix de l'énergie et les prix alimentaires qui corrigent, c'est sûr. Le cœur du sujet, c'est vraiment l'inflation sous-jacente, avec d'une part les biens qui continuent à décélérer, et c'est vraiment là une demande sous-jacente au secteur qui n'est pas là, qui est en problématique, je pense, avec la Chine, très clairement. Il y a des soucis de supply chains qui sont toujours à l'œuvre là-dessus, et des prix, évidemment, des inputs via l'énergie qui tirent à la baisse. Maintenant, sur l'inflation des services, il faut malheureusement encore faire le cœur et le sous-cœur, quelque part. C'est qu'il y a les prix... en fait, en tout cas, cette subvention au prix des transports allemands l'année dernière qui sort de l'effet de base et qui, du coup, génère cette remontée, quelque part, qui est très technique et donc qui fait qu'on est passé de l'inflation sous-jacente de 5,3 à 5,4. Par contre, et c'est là où il y a un débat où il faut vraiment s'interroger, c'est que nous, comme le consensus, avons été surpris que finalement cette inflation sous-jacente ne rebondisse pas plus. On s'attendait à un 5,5, voire un 5,6. C'est vrai. Donc, quelque part, c'est une moins mauvaise nouvelle parce que ça aurait pu rebondir plus vite. Et là-dessus, effectivement, il faut se poser la question sur est-ce que c'est pas ce secteur des services qui prend le rebond technique, parce que voilà, c'est l'effet de base et on ne peut pas y faire grand-chose, c'est du 0,1, 0,15, et là-dessus, on est tout à fait dans les clous. Par contre, on n'a pas finalement cette traction du secteur des services qu'on pensait, cette résilience qui tenait jusque-là et qui aurait pu donner lieu effectivement à des prix qui auraient pu être un peu plus dynamiques. C'est-à-dire que si on nettoie effectivement l'appréciation de l'inflation cœur, de ces éléments allemands, d'effets de base techniques, et qu'on regarde la situation en séquentiel, pas forcément d'une année sur l'autre, oui, on est à un moment de début de détente de l'inflation cœur en zone euro. Voilà, François. on est à un moment de stabilité où effectivement, où on pourrait être effectivement à ce tournant, à la croisée des chemins, où jusque-là c'était très délicat de voir une tendance claire, parce que rappelons-nous, on a eu le pic de l'inflation sous-jacente à 5,7 en mars. On est descendu bon an mal an à 5,3, là on remonte à 5,4, mais on est en train de quand même de se stabiliser quand on regarde. Voilà. C'est plus un plateau qu'autre chose. Pour l'instant, plutôt un plateau, et c'est là où les données d'activité vont être particulièrement clés, comme on l'a eu la semaine dernière avec l'enquête de la Commission européenne, qui indique effectivement le secteur du service se porte pas si bien que ça. Donc on peut se dire, est-ce qu'effectivement ce qu'on a vu jusque-là en termes de résilience de l'économie est pas en train de tourner, enfin en tout cas à tourner, parce qu'on n'a plus vraiment ce dynamisme-là, et pourrait se transmettre dans les prix eux-mêmes, comme on a là un peu l'intuition avec cette publication de la semaine dernière qui était un peu moins forte que prévu. Et là, vous dites, parce qu'il y a toujours cette lecture très difficile pour les économistes entre les données dures et les données d'enquête, mais vous dites la persistance quand même des enquêtes a montré ce ralentissement ou la perspective de ralentissement. À un moment, c'est quelque chose qui doit se matérialiser. Le rattrapage qu'on a eu dans les services et qu'on a encore dans les services, l'activité touristique, la restauration hôtellerie, etc., ce qu'on raconte en zone euro depuis quelques mois, ce phénomène-là va quand même s'épuiser à un moment ou à un autre. Absolument. De toute façon, il doit s'épuiser parce que... Naturellement. Voilà, déjà naturellement parce qu'on était en phase de reprise post-Covid, parce qu'effectivement la Chine, dont on espérait peut-être beaucoup, voire sûrement trop en première début d'année, en fait, ne nous rattrape pas et ne vient pas soutenir le cycle de ce côté-là. Et puis on a de toute façon le cycle de politique monétaire qui se durcit, et après, et ça c'est plus pour 2024, effectivement la politique budgétaire qui peut-être jusque-là joue un rôle encore assez important de soutien à l'économie, qui ne sera plus là. Donc de toute façon, il devait se retourner. Je pense que là où il faut être attentif, c'est peut-être qu'il se retourne peut-être un peu plus vite, un peu plus tôt que prévu, sans non plus être catastrophé, mais qu'on a effectivement moins ce soutien dans les enquêtes de conjoncture à très court terme qu'on ne pouvait l'avoir il y a 2-3 mois. Donc là-dessus, effectivement, point d'attention sur un retournement peut-être un peu plus, pas rapide, mais en tout cas en avance dans le temps par rapport à ce qu'on pouvait penser il y a quelques semaines. De plus en plus dans le discours de la Banque Centrale Européenne, porté par Christine Lagarde ou les membres clés du board de la BCE, on constate l'attention qui est portée
au marché du travail, c'est-à-dire quand on essaye d'expurger le cycle de ces situations d'inertie, de décalage post-Covid, reprise, etc., la clé devient quand même ce qui se passe sur les marchés du travail en zone euro. François, est-ce que c'est une bonne façon de voir les choses pour une banque centrale comme la BCE, c'est-à-dire que le marché du travail, on nous apprend que c'est toujours un peu retardé dans le temps comme indicateur. Est-ce que c'est le cas, effectivement? Et quelles sont quand même les données qu'on peut avoir de ce point de vue-là? Est-ce qu'on a des micro-signes d'un début de ralentissement, d'atterrissage, des tensions qu'on observe sur le marché du travail ou les marchés clés du travail en zone euro? Ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose qui ressemble à une course vers le plein emploi, pour dire les choses? Oui, donc effectivement, on a un atterrissage en douceur qui apparaît dans les données de conjoncture d'enquête, donc les données soft. Donc c'est celle qui, là, on a joint là, donc c'est les tout derniers points et qui nous indique effectivement on a un atterrissage. Par contre, effectivement, c'est un atterrissage en douceur. Donc on est encore à aller chercher des créations d'emplois, des tensions sur le marché de l'emploi qui sont pas près de partir de ce côté-là. Donc c'est sûr que voilà, c'est des données en retard et au plus en avance de ces données en retard, on est encore quelque part assez bien orienté et on va vers un atterrissage, mais pas du tout effectivement quelque chose de dramatique, de catastrophique. Et là-dessus, effectivement, le ton de la Banque centrale est très compliqué parce qu'elle regarde en arrière pour donner pour donner une indication sur ce qui va se passer. Et c'est là où peut-être Sintra, en tout cas donc l'événement annuel de la BCE qui se déroulait la semaine dernière. Exactement, a donné un bon équilibre. C'est-à-dire qu'on a remis sur la table ce message de juillet et puis après on voit, donc là pas de nouvelles. Mais par contre effectivement de se dire qu'on est peut-être plus haut pendant plus longtemps. Donc sans aller toucher septembre ou après, on a vu effectivement les pricing sur la partie courte de la courbe janvier, mars, prendre 6-7 points de base en définitive en fin de semaine. Donc là effectivement c'est pas tant le pricing court qui bouge, mais plutôt de se dire que voilà, on va être là pendant plus longtemps que ce qu'on pensait et effectivement donner lieu à cette pression finalement nécessaire sur l'économie, pas tant monter très haut, beaucoup plus haut, parce que là le territoire restrictif est évident, mais effectivement donner l'indication aux entreprises que voilà, les tensions vont être compliquées et qu'elles vont devoir effectivement jouer finalement avec un prix de l'argent qui va être élevé pendant longtemps. Qu'est-ce qu'on peut dire spécifiquement de l'Allemagne face à ces sujets, notamment l'Allemagne, alors qui a marqué quand même 2 trimestres consécutifs de contraction de son activité économique, le manufacturier. Il y a aussi l'idée d'une consolidation budgétaire toujours présente en Allemagne qui doit peser un peu quand même, j'imagine, sur le PIB tel qu'il est calculé. François, 2 trimestres de contraction, est-ce que l'Allemagne en sort au 2e trimestre? On n'a pas encore les chiffres publiés du 2e trimestre, bien sûr, mais on les aura au cours de l'été. Est-ce que c'est une situation qui peut perdurer, persister au-delà de 2 trimestres? Non, je pense que les données d'activité de court terme nous indiquent effectivement plutôt un rebond maigre, mais plutôt une sortie de cette récession technique, donc plutôt une croissance molle, 0,1 voire 0. Donc on pourrait le considérer presque comme une continuité finalement de cette récession. Voilà, c'est compliqué de voir un indicateur positif sur l'économie allemande du point de vue de la conjoncture sur l'activité. L'emploi est lui-même en train de se contracter modérément. Donc mois après mois, on voit effectivement une modération, voire quelques destructions d'emplois. Donc là-dessus, il y a effectivement une réaction assez logique. Mais encore une fois, quand on prend les une contraction d'activité de 0,8 sur 2 trimestres, on se dit que le marché de l'emploi réagit relativement mollement de ce côté-là. Par contre, et c'est là où j'en reviens peut-être à votre question précédente, sur la réaction de le marché de l'emploi et sur les tensions salariales, c'est que il faut quand même garder vraiment en tête le fonctionnement institutionnel du marché de l'emploi en Europe. Et notamment en Allemagne, qui est sur une négociation décentralisée, qui porte sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc là-dessus, finalement, un peu à l'image de ce qu'ont réussi à obtenir les fonctionnaires allemands, de 10, quasiment 11% sur 2 ans, finalement, on est loqué avec quasiment 5% de croissance des salaires sur 2 ans. Et donc, même si au milieu de ça, finalement, l'économie est plutôt en train de tanker et de moins bien se porter, en termes d'un point de vue pression salariale et pour la BCE derrière, ça va effectivement dire quand même une nécessaire réaction pour maintenir l'inflation. Cette rigidité, vous dites, ou ce cadre,
institutionnel impose une rigidité au salaire qui va se retrouver dans l'inflation cœur et dans la fonction de réaction de la BCE. Voilà, tout à fait. Et en plus de ça, ce qui rend l'équation compliquée, c'est que, alors sur l'Allemagne, on a effectivement une transition, on va dire, politique inédite, c'est-à-dire qu'on fonctionne sous coalition. On sent très bien que, oui, il y a la conciliation budgétaire, mais il y a quand même une orthodoxie de parti qui rend là Lindner un peu poussé quelque part vers l'orthodoxie et vers la conciliation budgétaire. Et en même temps, on voit les Verts pousser vers effectivement des subventions à l'investissement pour faire la transition. Donc là, il y a peut-être un attentisme, mais on va voir ce qui en sortira pendant l'été. Il y a un plan de soutien qui doit être dévoilé, mais on va voir ce qui va effectivement sortir. Et ce qui révèle par ailleurs aussi des complications liées à la fragmentation, enfin en tout cas à la divergence qu'il y a au sein de secteurs dans l'économie. Et ça, c'est vrai dans l'économie allemande et c'est vrai dans l'économie de la zone euro qui feront effectivement la lecture compliquée sur les perspectives et qui rend enfin, finalement cette productivité qui est au cœur du marché du travail trop faible, avec une vue relativement persistante sur cette question. Oui, ça a été un point soulevé dans le discours de Christine Lagarde à Sintra. Il y a l'idée que la productivité n'est pas là où elle devrait être, qu'elle est même décevante du point de vue de ce que la BCE pouvait projeter. Est-ce qu'on peut imaginer quand même, au cours des prochains trimestres, semestres, une reprise de la croissance de la productivité qui manque cruellement aujourd'hui et qui explique ces tensions qui se retrouvent dans les coûts salariaux, pour dire les choses simplement? Je pense que ça va être compliqué. Ouais. Très honnêtement, à horizon visible en tout cas. Je pense que clairement sur 2023, je pense que ça va vraiment être trop court. On est vraiment dans une économie un peu de tanker. Pourtant, il y en a qui bossent. Vous entendez peut-être les bruits de perceuses. L'économie qui tourne très lentement parce qu'on n'a effectivement pas de choc énorme, plutôt un choc positif de pouvoir d'achat sur la deuxième partie de l'année. Donc là-dessus, effectivement, ça va être compliqué d'avoir le marché du travail qui tourne rapidement sur 2024, il y a quand même une grosse interrogation, en tout cas pour nous, sur l'orientation budgétaire. Est-ce que ceci pourrait pas être finalement le marteau qui finit de taper d'enfoncer le clou et d'aller engendrer ce tournant. Par contre, entre-temps, il y a au moins une, voire deux autos qui seront à faire. Et c'est peut-être là où on est en train de trouver une sorte de réconciliation sur peut-être pas forcément monter les taux beaucoup plus haut à court terme, mais que ceci reste à moyen terme pour opérer cette pression et que le marché de l'emploi finit par s'ajuster pour retrouver cette productivité qu'on attend. Du point de vue de la BCE, qui a toujours la difficulté de gérer une zone et des pays qui ne sont pas forcément homogènes. Est-ce que là, sur l'histoire de l'inflation, il y a quand même une forme d'homogénéité? Est-ce que l'histoire est la même à peu près partout dans les pays de la zone euro? Est-ce que, d'une certaine manière, ça rend le job un peu plus simple pour la Banque Centrale Européenne? Est-ce qu'on constate des écarts? J'ai vu l'Espagne est à 2%. Ouais, tout à fait. La Suisse, qui n'est pas en zone euro, et marque à 1,7 ce matin son inflation. Donc, il y a quand même des écarts importants en termes de niveau d'inflation. Il y a des énormes écarts liés à l'exposition énergétique, liés à la réponse de politique budgétaire, la France, et il y a notamment sur l'Espagne et le Portugal qui sont un peu en dessous, notamment l'Espagne, parce qu'ils ont effectivement décorrélé leur prix d'électricité et du gaz en avance par rapport à nous, lié à une exemption accordée par la Commission européenne. Et donc là-dessus, effectivement, non, la BCE... Mais l'histoire sous-jacente, elle est aussi différente? Mais par contre, effectivement, l'histoire sous-jacente reste beaucoup plus homogène, avec un peu à l'opposé de ce qu'on a eu dans le passé, finalement des pays du Sud qui sont encore en rattrapage avec leurs services via le tourisme et qui est encore très dynamique, et des pays du Nord, l'Allemagne pour ne pas la nommer, qui est beaucoup plus en difficulté. Donc là, effectivement, une sorte de convergence à l'envers par rapport à ce qu'on a eu dans le passé, mais néanmoins, une situation très divergente qui reste compliquée à gérer pour la BCE. Merci beaucoup François, merci pour votre éclairage macro de ce début de semaine. François Cabot qui est avec nous en plateau, économiste senior zone euro chez AXA IM. Voilà pour cette demi-heure d'émission, on se retrouve à 17h en direct pour la grande édition de Smart Bourse sur Bismart.